Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, pas comme les autres où aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de Katherine Johnson, une figure emblématique de la NASA qui transcende les barrières de la ségrégation pour laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de l'exploration spatiale. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, voilà, je dis bonjour aux deux cams, il y a celle-là et celle-là si jamais. Voilà, je teste un nouveau format, je vais voir ce que ça donne, on verra, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'espère que je vais bien raconter l'histoire. Voilà, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, c'est très important, merci pour les 300 abonnés, ça fait plaisir, continuez à abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, commentez, vous connaissez la petite chanson habituelle, mais c'est ce qui fait maintenir la chaîne. Bref, on se plonge dans son incroyable parcours entre passion précoce pour les mathématiques, contribution cruciale aux premières missions spatiales américaines. Pour commencer, Katherine Coleman Goebel Johnson naît dans un petit coin perdu du monde qui allait devenir le berceau de son incroyable voyage le 26 août 1918. À White Sulphur Spring, en Virginie occidentale, elle vit avec ses parents Juliette et Joshua Coleman et ses frères et sœurs Horace, Margaret et Charles. À cette époque-là, sa mère est enseignante et son père est fermier. Son père a un don pour les mathématiques et peut calculer de tête ce qu'il peut retirer d'un arbre rien qu'en le regardant. Donc très tôt, les parents de Katherine s'aperçoivent qu'elle a hérité des capacités de son père. Elle pose des questions tout le temps, elle compte absolument tout et excelle à l'école. Elle saute donc du CE1 au CM2. Pour un peu de contexte historique, plongeons-nous dans les années 1920 à 1930. Une époque de ségrégation raciale et de lutte pour les droits civiques. On est en pleine époque de ségrégation raciale et la seule école de la région qui était réservée aux Noirs s'arrête à la 6e. Ils ont pris la décision de déménager près de Charleston à plus de 200 km de chez eux pour qu'ils puissent continuer à étudier à l'école. Katherine obtient son bac à 14 ans. 14 ans. Moi à 14 ans je faisais quoi? Je faisais des vidéos sur YouTube. Voilà. Elle entre en faculté d'État de Virginie occidentale en 1933 et obtient une bourse d'études grâce à ses excellents résultats. Et donc les cours de mathématiques lui seront dispensés par un de ses brillants professeurs, Shaflin Claytor. Shaflin Claytor est le troisième afro-américain à avoir obtenu un doctorat en mathématiques. Je sais pas si vous vous rendez compte, je pense pas, mais à cette époque-là, pour un homme noir, obtenir un doctorat en mathématiques, c'était plutôt quelque chose de rare. Et donc cet homme sera le mentor de Katherine pendant ses années de lycée. Katherine finira si vite le programme qu'il doit créer un programme spécialisé pour elle. Selon lui, elle fera une bonne chargeuse en mathématiques. Elle obtient son diplôme en 1937 à l'âge de 19 ans, donc quand même pas mal, et elle devient directement enseignante comme sa mère à l'époque à Marianne. C'est dans cette ville qu'elle rencontrera son futur mari qui sera Jimmy Goebel. En 1940, elle quitte son poste de professeur pour s'inscrire au programme d'études supérieures en mathématiques à la prestigieuse West Virginia University. Elle apprend qu'elle est enceinte dès la première session de cours, c'est pour ça qu'elle arrêtera les cours pour se consacrer pleinement à sa famille. En 1952, lors d'une réunion familiale, son beau-frère lui parlera d'une institution gouvernementale à Hampton qui engage des femmes noires en tant que mathématiciennes. Une aubaine pour Katherine, parce qu'à l'époque, Katherine et Jimmy gagnaient modestement leur vie. Leur fille grandissait et ils savaient que le salaire allait devenir insuffisant pour subvenir aux besoins. Et c'est pour ça que Katherine, sans hésiter, postulera dans cette institution gouvernementale et cette candidature sera acceptée. En 1953, Katherine a ouvert les portes vers l'infini en rejoignant la National Advisory Committee of Aeronautics. Donc l'ancêtre de la NASA, c'était donc le début d'une première ère où son intelligence allait se marier avec l'espace. Dans les coulisses de la conquête spatiale, Katherine a endossé le rôle de calculatrice humaine ou d'ordinateur à jupe, comme elle le dit, au sein de la National Advisory Committee Aeronautics, donc je vais dire la prochaine fois sous le nom de la NACA, et réalisant des calculs complexes à la main. Dans une époque où les ordinateurs n'étaient qu'un rêve futuriste, elle gagnera le triple de son salaire d'enseignante et seulement 6 mois plus tard, elle obtiendra une promotion qui l'affectera à une équipe d'ingénieurs. Pendant ses 4 premières années à la NACA, elle travaillera principalement sur les calculs en relation avec les boîtes noires des avions. Donc si jamais vous savez pas ce que c'est les boîtes noires, c'est les boîtes qui sont disposées dans le cockpit d'un avion et qui ont pour objectif d'enregistrer l'audio de la cabine avant un crash, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on aura une bande magnétique qui enregistrera un peu comme une cassette et qui donc permettra après un crash de récupérer cet audio pour comprendre les causes du crash, voilà. Mais malheureusement, un drame arriva. Son mari décédera en 1956 d'un cancer et c'est une perte très difficile pour Katherine et ses filles, mais aussi vers 1957, c'est l'époque de la guerre froide. Les soviétiques ont une longueur d'avance sur les américains et lancent leur premier satellite artificiel terrestre, Sputnik. C'est un choc pour les Américains qui tiennent absolument à être les pionniers dans la conquête spatiale. C'est dans ce contexte qu'en 1958, le gouvernement fusionne différentes structures de la NACA pour former la National Aeronautics and Space Administration, ou la NASA aujourd'hui. Sa maîtrise pour la géométrie analytique lui permet de prendre place importante dans le travail du programme Mercury, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, et elle rédige un compte-rendu avec l'ingénieur Ted Skopensky. C'est donc la première fois qu'une femme est auteure d'un rapport de recherche. Elle s'appelle encore Katherine Goebel à cette époque, mais se marie avec James Johnson. Décidément, il y a que des J. Entre ses parents, Joshua et Joylette et Jimmy, et là c'est James,
il y a beaucoup de J, quoi. Voilà, c'était une petite aparté dans ça, mais j'ai remarqué ça. Donc elle se mariera avec James Johnson, putain, le double J en plus, James Johnson, en 1959. Donc c'est sous le nom de Catherine G. Johnson, elle signe ce rapport qui aidera à guider la NASA dans sa course vers l'espace et sera principalement connue sous ce nom pour ses travaux avec ce nom-là. Donc sa maîtrise pour la géométrie analytics, comme je l'ai dit plus tôt là, lui permettra de prendre une place importante dans le travail du programme Mercury, car elle calcule les trajectoires de vol spatial de Alan Shepard. Donc Alan Shepard, c'est le premier américain envoyé dans l'espace lors du programme Mercury, l'école 2 ans plus tard. Donc c'est également elle qui calculera les fenêtres de lancement. Une fenêtre de lancement, c'est quoi? Une fenêtre de lancement, c'est la période optimale pour lancer une fusée. Donc elle s'occupera de calculer ces fenêtres de tir pour cette mission. Et en 1962, lorsque la NASA utilise pour la première fois des ordinateurs pour le calcul d'une orbite autour de la Terre, c'est à Catherine qu'on demandera de vérifier chacun des calculs et par la suite elle travaillera avec les ordinateurs. Donc voilà, on voit qu'on évolue dans le temps et en 1969 elle calcule les trajectoires de la mission Apollo 11 vers la Lune. Elle travaille également aussi sur la mission Apollo 13 et lors de son échec elle aidera au retour de l'équipage sur Terre en travaillant sur les procédures et des cartes. Dans la suite de sa carrière, elle a également travaillé sur le programme spatial Space Shuttle, donc ça veut dire navette spatiale, et sur des plans pour une mission sur Mars. C'est donc en 1962 que la NASA prépare la mission orbitale de l'astronaute John Glenn. C'est les ordinateurs qui font les calculs de trajectoire. John Glenn n'est pas prêt à confier sa vie à une machine à calculer. John demandera donc à Catherine de vérifier elle-même les calculs et dira, je cite, « Si elle décrète qu'ils sont justes, alors je suis prêt à partir ». Et pour cette mathématicienne de la NASA, son plus grand apport à l'exploration spatiale reste principalement les calculs de trajectoire qui ont contribué au succès de la mission Apollo 11 en 1969, qui a permis à des hommes de se poser et de marcher sur la Lune pour la première fois. Elle prend sa retraite en 1986, après 33 ans de carrière à la NACA/NASA. Pour l'ensemble de sa carrière et de son rôle de pionnière dans le domaine de l'astrophysique, Catherine Johnson a reçu de nombreux honneurs et de récompenses, notamment en novembre 2015, elle a reçu la médaille présidentielle de la liberté. Donc la médaille présidentielle de la liberté, c'est la plus haute décoration civile des États-Unis. Donc Catherine Johnson décédera en février 2020 à l'âge de 101 ans. Extraordinaire. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai bien raconté l'histoire et que vous avez été pris dans le truc. Si jamais ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, je m'améliorerai pour les prochaines vidéos si jamais, et on se retrouve pour une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Salut à tous.